Merci beaucoup, Michel. Alors, un psychiatre pour interroger un confrère ORL, médecin connu évidemment du grand public et du regard qu'on porte sur la télévision et qu'on remercie, cher Michel, d'être ici. Alors, un confrère, on le tutoie, un journaliste, on le vouvoie. Alors, je vais hésiter entre vouvoiement et tutoiement. Vas-y, tutoie-moi, ça ira un peu vite. Merci. J'ai une question. Alors, dans ce regard qu'on porte, parce que finalement, dans la suite de cette Covid interminable, finalement, et de cette chronicité que nous apprenons, Michel Houellebecq écrivait « Le monde d'après sera le même que celui d'avant, en un petit peu plus pire ». Peut-être que finalement, ce monde d'après que nous avons appris nous a permis de comprendre ou d'appréhender la communication médicale à travers les médias et la difficulté de la communication médicale à travers les médias, que tu fais fort bien et qui finalement a permis d'instruire depuis longtemps les patients, leur entourage sur les maladies. Mais finalement, durant la crise du Covid, on a vu que nous pouvions être confrontés à beaucoup de difficultés de communication. Et bon, comme je suis psychiatre, je ne suis pas psychanalyste, mais j'ai toujours en référence le mot d'un psychanalyste célèbre qui s'appelait Jacques Lacan et qui, dans un propos qui s'appelait Télévision, disait « Je dis toujours la vérité, mais toute la dire est impossible ». Est-ce qu'il est impossible de dire toute la vérité à la télévision ? Alors, je vais te répondre. D'abord, bonsoir, merci effectivement d'être venu. Merci pour votre invitation. J'ai toujours beaucoup de plaisir parce que c'est très frustrant quand vous faites de la télé ou de la radio, vous parlez à une caméra ou à un micro, on ne voit pas le public qui est derrière. Et c'est toujours un plaisir de voir que finalement, il y a des êtres humains derrière les audiences qu'on me donne tous les matins. Et effectivement, le Covid, alors pardon, je dis le, parce que j'ai toujours dit le, je sais qu'on dit là, etc. Bon, c'est un réflexe. Le Covid a été... je fais comme les politiques, c'est-à-dire que j'ai entendu ta question à laquelle je ne réponds pas. Très bien. Hein. D'ailleurs, quand Nicolas m'a dit que j'allais être interviewé par un psychiatre, j'ai eu très très peur. Et d'ailleurs, derrière, je leur ai dit qu'est-ce que je fais si je ne comprends pas les questions. Hein. Pour l'instant, celle-là, je l'ai comprise. Mais l'idée, en fait, effectivement, et c'est pour ça que c'était sympa de se voir aujourd'hui, c'est que faire de l'information médicale, moi j'en fais depuis 30 ans maintenant, c'est quelque chose de finalement assez simple quand on arrive assez facilement à vulgariser, à trouver des mots que tout le monde peut avoir besoin de trouver pour informer les patients. Ce qui n'est pas donné à tous les médecins ou à tous les personnels de santé. Moi, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir cette deuxième langue. Je l'ai acquise assez facilement parce que j'adorais expliquer aux patients. Donc, ce que j'ai fait à la radio ou à la télé, qui ne changeait pas vraiment grand-chose à ce que je faisais, moi, parce que effectivement, on l'a dit, j'étais ORL, j'ai arrêté seulement depuis 1 an parce que retraite, j'ai anticipé un tout petit peu la retraite, mais finalement, ce que j'ai toujours fait dans les médias n'était pas très différent de ce que je faisais dans le colloque singulier avec mes patients, si ce n'est que je le faisais devant 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes. Mais la façon de dire les informations était finalement la même. Il fallait que je trouve les mots assez simples pour rendre digeste ce qui n'était pas forcément, parce que l'information scientifique et médicale en particulier est compliquée. Donc jusqu'au Covid, c'était plutôt... Bon, il y a des trucs qui étaient un peu plus touchy que d'autres, mais jusqu'au Covid, il n'y avait pas de grosse ambiguïté, il n'y avait pas de polémique, il n'y avait pas... Alors bien sûr que les réseaux sociaux, quand ils sont arrivés, ont modifié un petit peu la donne, mais il n'y avait pas de complotisme à proprement parler, de complotisme organisé, comme ça a pu être le cas avec le Covid. Des anti-vax, il y en a toujours eu, mais comme il n'y avait pas les réseaux sociaux pour leur servir de caisse de résonance et pour être repris, finalement, c'était des conversations de comptoir. On se racontait ce qu'on voulait et n'importe quoi au café, mais ça ne dépassait pas le café. Avec les réseaux sociaux, bien évidemment, je ne vous apprends rien, ça devient complètement délirant. Et c'est ce qui s'est passé avec le Covid, non seulement avec
des rumeurs complètement folles sur le virus, mais également des rumeurs complètement folles sur les vaccins en général. Alors bien évidemment, les anti-vax se sont engouffrés là-dessus, mais il y a aussi eu le fait qu'on avait un nouveau vaccin avec l'ARN messager, que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais testé. Donc finalement, cette inquiétude a enflé et les gens étaient un peu plus sensibles à ce qu'on pouvait raconter, ce que pouvaient raconter les complotistes, médecins, personnel de santé ou non médecins. Et puis en plus, est rajouté à ça les problèmes liés à l'obligation vaccinale qui avait eu lieu il y a quelques années pour les enfants, pour les 11 vaccins pédiatriques. Et dès que vous utilisez le mot obligation en France, vous avez une manif où vous prenez des coups. Voilà, donc dire, et c'est là où je reviens à la question, dire la vérité, oui. On peut dire toute la vérité. Maintenant, le problème de la vérité scientifique n'est pas la vérité du grand public ou celle que le grand public veut entendre. Si je dois dire la vérité, je vais vous donner un exemple très précis concernant le Covid. On a début mars, au début de la pandémie, j'ai présenté une émission sur France 2 qui était une spéciale Covid alors j'avais comme invité le professeur Côme, j'avais Olivier Véran, enfin bref, j'avais des pharmaciens, j'avais des gens que nous avions choisis, donc nous savions qu'ils étaient très crédibles et légitimes dans ce qu'on allait leur demander. Et on était en pleine période de polémique autour du masque. Faut-il porter le masque? Est-ce que le masque a un intérêt? Mais on était aussi dans une période où on n'avait pas de masque. Et donc, où on commençait à avoir des cambriolages dans les hôpitaux, où les camions qui transportaient les masques se faisaient braquer. Donc, il y avait une véritable inquiétude autour de ces masques que nous n'avions pas. Cette émission se déroule en direct, on répondait aux questions des téléspectateurs et une question arrive bien évidemment sur les masques. Faut-il porter un masque ou pas, etc. Olivier Véran dit aujourd'hui, avec les données que nous avons, ça ne sert à rien de porter un masque dans la rue si vous n'êtes pas infecté. Seules les personnes infectées doivent le porter pour éviter de contaminer les autres, mais ceux qui ne sont pas infectés n'ont pas à le porter, même pour se protéger. Et moi, je reprends ce que dit Olivier Véran, et je me souviens très bien qu'au moment où je le dis, je me dis, est-ce que tu as raison de le faire? Parce que, médicalement parlant, il n'était pas du tout logique de se dire que seuls les gens qui avaient le Covid ou qui étaient infectés, bien évidemment, eux devaient porter le masque, mais qu'il y en a plein qui étaient infectés sans le savoir, qu'on ne savait pas comment se transmettait le virus, et qu'il était logique de demander à tout le monde de porter le masque si on voulait se protéger. Il ne s'agit pas de le rendre obligatoire, mais il s'agissait. Et donc, ma vérité à moi, ce soir-là, je ne l'ai pas dite. Parce que je me suis dit, si je dis le contraire du discours officiel, je vais faire quoi? Parce qu'on est très écoutés, il y avait des millions de personnes qui nous regardaient ce soir-là. On va créer la panique parce que les gens ne peuvent pas se procurer de masque. On va augmenter la polémique autour de ça. Ça va être l'hystérie. À chaque fois que quelqu'un va rencontrer une personne qui n'a pas de masque, elle va se faire insulter. Et donc, ma responsabilité, moi, d'informateur ce soir-là, devant des millions de personnes, a été de dire l'inverse de ce que je pensais. Voilà. Merci de ce témoignage. En effet, on voit bien, peut-être c'est la différence entre la position du médecin qui doit faire œuvre de pédagogie et jusqu'à une certaine limite peut-être taire parfois ce qu'il sait dans le bien de son patient, on va dire, et le journaliste qui peut-être organise ou répond à l'incertitude. Michel Foucault, dans Naissance de la clinique, disait « La médecine, c'est de l'incertitude. C'est de l'incertitude qu'on doit justement transmettre à nos patients en les rassurant. » Et peut-être qu'il n'y a pas, dans ces moments d'incertitude et de crise de virus, la position médicale est peut-être intenable. Alors, moi, j'ai eu pendant 1 an et demi, 2 ans, un bashing dans les réseaux sociaux complètement dingue. On en reparlera, mais parce que j'avais
eu le tort, et là, avec le recul aujourd'hui, je sais que j'ai eu tort, à chaque fois que je m'exprimais, et on m'a demandé beaucoup de m'exprimer. J'ai été invité sans arrêt à C'est à vous, sans arrêt à la télé, sans arrêt à la radio, pour venir donner mon avis sur ce qui se passait. Mon avis, moi je ne suis pas infectiologue, je travaille pas à Wuhan, et les informations, eh ben, c'était celles qu'on recevait de l'OMS, qui elle-même les recevait de Chine, et on s'est aperçu quand même qu'il manquait un petit peu de précision. Et donc, moi, je relayais ces informations, j'essayais, parce que j'ai toujours essayé de faire ça, d'intervenir en me disant, si les gens me font confiance, et a priori, vu le succès des émissions et de tout ce que j'ai pu traverser, les gens m'accordent un grand crédit, je me suis dit, je préfère y aller moi, pour essayer de rassurer les gens, de leur donner les informations que j'aime et que j'essaye d'interpréter et d'analyser, et de discuter avec mes interlocuteurs, plutôt que de laisser n'importe qui s'exprimer. Donc j'allais très souvent. Et à chaque fois que je m'exprimais, parce que j'ai un raisonnement scientifique quand même, à chaque fois que je m'exprimais, je disais, tout ce que je vous dis aujourd'hui, je le dis avec la vérité scientifique au moment où je vous parle. Ça veut dire que dans une heure, dans un jour ou dans un mois, tout ce que je vous dis là peut être obsolète et contredit par des études scientifiques, puisque c'est quelque chose de nouveau. Personne n'a retenu ce que je disais. Personne n'a retenu que je disais, attention, tout ce que je le dis avec la vérité scientifique du moment. On ne faisait attention que sur le fond et sur le discours. Et ça, c'est une déformation que nous avons, nous, médecins. Nous ne pouvons jamais dire, ou presque, à un patient « je ne sais pas ». C'est quelque chose. La formation de médecin vous oblige à répondre aux patients, même quand vous n'êtes pas sûr de savoir. Alors, la vérité peut être de dire, voilà, j'ai besoin d'examens complémentaires, j'ai besoin d'avancer un petit peu parce que là, j'hésite entre deux choses. Mais dire à un patient, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, dire à un patient, écoutez, je suis désolé, je ne sais pas. Voilà. Si j'avais dit ça à la télé, bien évidemment, on ne m'invitait plus et je ne parlais plus. Et pourtant, c'est ce que j'aurais dû dire. Parce que justement, j'avais la confiance du public et parce que j'aurais dû plus souvent dire « je suis désolé, ce n'est pas moi qui ne sais pas, c'est on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'est ce virus. On ne sait pas si la Chine nous dit des choses justes. On ne sait pas comment il se transmet. On ne sait pas quelle est la durée d'incubation. » J'aurais plus dit ça. À ce moment-là, je pense que j'aurais évité un grand nombre de problèmes. Mais je ne l'ai pas dit et je pense que c'est une bonne leçon et que l'après-Covid est différent et qu'aujourd'hui, si je devais informer sur une nouvelle pandémie, je dirais beaucoup plus facilement, je suis désolé, d'après les données qu'on a, je ne peux pas vous répondre. D'une façon générale, est-ce qu'on apprend aux étudiants en médecine aujourd'hui de plus en plus à utiliser une position motivationnelle ? Je ne sais pas, je doute, et partir d'une position empathique et de la connaissance de nos patients, de ce qu'on veut leur proposer. Et finalement, est-ce que dans le message qu'il y a eu à la fois de la part des institutions, du gouvernement et des médias, la position motivationnelle n'était peut-être pas suffisante justement pour convaincre ceux qui doutaient ? Le problème, c'est que vous pouvez avoir tous les comportements motivationnels, comme vous dites. Si de l'autre côté, vous avez tous les complotistes qui se mettent ensemble, et Dieu sait s'ils étaient nombreux et qu'ils avaient du pouvoir, et que vous leur rajoutez quelques figures médiatiques avec le mot professeur devant leur nom, si vous voulez, on est battu. Hein. On est battu. Les polémiques qu'il y a eu autour d'un certain nombre de médecins médiatiques qui racontaient n'importe quoi, ont fait que notre discours à nous, même si vous aviez envie de motiver les gens et puis de leur expliquer les choses gentiment et de leur dire voilà, n'ayez pas peur des vaccins, n'ayez pas peur de ci, n'ayez pas peur de ça, et si vous êtes vacciné, vous ne ferez pas des formes graves, et qu'à côté vous avez toute la presse, mais toute la presse qui en permanence vous dit que l'hydroxychloroquine c'est le traitement qui va vous permettre de guérir, qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, il y a un moment, à un moment, alors bien évidemment, j'ai fait comme tous mes confrères qui sont sérieux à la télé et à la radio, qui
qui gueulaient contre ce discours complètement irrationnel. Et puis d'un autre côté, comme ça faisait de l'audience, tous les médias appelaient. Moi, j'ai de très bons amis dans la presse, dont des gens connus, que j'appelais. Je disais, mais pourquoi vous l'invitez sans arrêt? Ils disent, t'as vu les scores hier? Donc, vous pouvez motiver qui vous voulez. Hein. Dès que vous avez en plus quelqu'un de très charismatique, qui est un vrai tribun et qui vous raconte n'importe quoi, mais avec une conviction telle que tout le monde se dit, ah bah ouais, c'est normal, toute la faculté avec un grand F est contre lui parce qu'il n'est pas dans les clous, ouais, c'est pas la peine de perdre du temps à essayer de motiver les gens. Hein. Peut-être que notre société, qui s'est hyper technologisée, n'a pas finalement laissé la place à un champ libre d'incertitude et que le complotisme qui revient, on l'a vu au Brésil, on l'a vu aux États-Unis, avant la crise du Covid d'ailleurs, il a existé à travers les siècles, à tout âge. Il y a eu le complotisme quand la peste a traversé la France au XIVe siècle. Il y a toujours des complotismes. Est-ce qu'il faut qu'on baisse les bras? Quelle est la façon de l'aborder, ce complotisme? Non, je crois qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut responsabiliser surtout. Il faut responsabiliser. Alors, il faut oui, il a un problème avec le micro. Même le micro, il n'aime pas les psys. Ouais. Ça, ouais. Mais c'est le complot. Il faut responsabiliser les médias et il faut surtout, à mon avis, réagir beaucoup plus vite que ça n'est fait quand des médecins ou des gens qui travaillent dans la santé disent manifestement des contre-vérités scientifiques et vont à l'encontre de ce que doit être le discours médical et scientifique. Et moi, je ne suis pas au Conseil de l'ordre des médecins, mais mettre des mois, voire des années, avant qu'un médecin qui fout un bordel comme ça a été, et il y en a plusieurs, auprès du grand public, qui continue contre toute vérité scientifique, contre toute rigueur scientifique, à dire n'importe quoi et à semer le doute dans l'esprit du public, qu'il faille des années avant, et je vais éviter de citer des noms parce qu'on est filmé, mais je ne parle même pas seulement de l'hydroxychloroquine, mais il y a un chef de service d'Ambroise Paré à Paris. Combien de temps il a fallu pour lui retirer son service, quoi? Combien de temps il a fallu? Combien de temps il a fallu pour qu'on lui retire son titre? Combien de temps et de mois il a fallu pour que le Conseil de l'ordre le convoque? Alors je sais qu'il y a toujours voilà, les instances ordinales, c'est compliqué, il y a le départemental, il y a le régional, il y a le national, il y a tout ce que vous voulez. Mais très sincèrement, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé pendant le Covid, il faudrait presque du flagrant délit. Il faudrait presque, comme dans les tribunaux civils, qu'un médecin qui s'exprime à la télé en disant n'importe quoi et en allant à l'encontre des preuves scientifiques soit convoqué le lendemain même au Conseil de l'ordre. Et si on ne fait pas ça, alors on n'est pas dans un État totalitaire, il y a la présomption d'innocence, on a le droit à la défense, on a le droit à tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas continuer à laisser s'exprimer comme on l'a fait pendant des mois des gens qui foutent en l'air toute l'information scientifique, rationnelle et scientifique qu'on veut donner. En même temps, ça met en évidence la fragilité de l'information ou de la façon dont on la diffuse. On a un peu confondu Cyrano et Tartarin, le panache et la besace. Enfin, je pense qu'à un moment donné, parce qu'il y a une fascination pour... Il faut de la culture. Ouais. Faut de la culture. Non, tu m'avais prévenu, Nicolas, mais il faut quand même... Merci. Non, c'est gentil, merci Michel. Ouais. Putain. Non, mais il m'a cité, c'est Nicolas qui m'a écrit toutes les phrases. Donc, et tu as beaucoup de citations encore? Ah oui, j'en ai plein, ouais. Je passe mes nuits. T'as Bachung? Ouais. Non. Si, Bachung. Ah, Bachung aussi. Ouais. Ah, Bachung, je vais peut-être comprendre. Qui, ça, la question au sujet de cette confrontation entre ceux qui s'expriment dans les médias, sur les réseaux sociaux très vite et qui sont très vite entendus parce qu'ils ont des positions outrancières. La rapidité de notre réponse aussi, ça crée aussi de l'escalade. On est dans un monde qui répond très vite, trop vite, et ça crée de la surenchère. Est-ce que finalement, c'est la bonne réponse de répondre très vite, répondre à tous Je crois qu'il vaut mieux répondre très vite pour que
ait pas un autre qui réponde et qui soit moins compétent. On peut ne pas aimer les médias. De toute façon, en général, les rédactions, elles ont toujours des contacts, des noms de types qui adorent passer à la télé, à la radio et qui sont compétents. Mais c'est intéressant parce que cette notion de temporalité, elle est essentielle pour bien comprendre, et beaucoup de médias en ont parlé, la différence entre notre notion de temps scientifique et la notion de temps médiatique et de temps public. Le temps scientifique est un temps qu'on peut difficilement raccourcir. Quand on doit attendre des preuves par des études sur l'efficacité d'un vaccin, sur sa non-toxicité, on ne peut pas... déjà, on est allé très très vite sur le vaccin ARN, mais on ne peut pas, dès que le vaccin est sorti, même si les études phase 3, phase, ont été accélérées, on ne peut pas, en un mois, dire il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas d'effet secondaire. Enfin, je veux dire, sinon les phases 4 n'existeraient pas. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui aller plus vite que ce qu'on a fait scientifiquement. Mais le public, lui, et les médias, le temps, c'est aujourd'hui, maintenant. Le vaccin sort, ils veulent qu'on leur dise immédiatement, c'est efficace à 30%, et puis il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà. Mais le temps scientifique et le temps médiatique est complètement différent. Et c'est très compliqué que les deux se rejoignent. Très compliqué. Et d'ailleurs, vous voyez bien, parce que quand on parle de découvertes, d'études qui ont permis de faire ci ou faire ça, et qu'on dit, et dans combien de temps on pourra trouver ça en pharmacie, on dit 5 à 10 ans. Les gens ils se disent, mais c'est fou, pourquoi vous ne le mettez pas maintenant puisque ça... Donc voilà, il y a un vrai problème de perception du temps nécessaire pour les preuves scientifiques. Comme j'ai plus de citations, je vais citer Fernand Reynaud parce que c'est un local, il faut un certain temps. Alors là oui. Voilà, oui, bien sûr. C'est plus local. Mais la question, on le voit bien avec nos patients, le temps qu'on puisse les convaincre, ça prend du temps. On ne peut pas s'exonérer de ce temps-là. Mais il ne s'agit pas de s'exonérer, mais apprendre, éduquer les patients. Je veux dire, tout ce qu'on dit là. Pourquoi les patients, pourquoi les Français ont été si sensibles au complotisme? C'est probablement parce qu'on n'a pas su leur donner une éducation sanitaire suffisante. Parce que si vous avez les bagages, il ne s'agit pas d'avoir bac+12 pour comprendre ce que c'est qu'un vaccin ARN messager, à la limite, on s'en fout. Mais l'important, et puis moi je le voyais bien en consultation, mes patients qui comprenaient qui avaient des notions anatomiques sur les sinus ou autres, ils étaient beaucoup plus faciles à convaincre de l'importance du traitement et de ce que j'allais leur proposer. Donc on a un vrai problème. Les gamins ne connaissent pas leur corps aujourd'hui. Combien de filles savent comment sont faits leurs organes génitaux? Combien? Mais ça a toujours été vrai, ça. Non, mais ça a toujours été vrai, mais ça devrait plus l'être avec les réseaux, avec les informations, les images de synthèse, tout ce qu'on voit sur Internet, ça ne devrait plus exister. Tant qu'on n'éduquera pas suffisamment nos enfants et les jeunes à l'importance du sanitaire, et ils ne pourront pas analyser avec objectivité les infos qu'ils auront. Et donc, ils seront sensibles aux infos de gens qui ont une gueule, qui ont un charisme et qui disent surtout l'inverse de ce que disent tous les autres. Est-ce que ça ne reflète pas, encore une fois, cette théorisation, ce complot, cette façon dont on a une défiance vis-à-vis du discours médical, rentre plus largement dans un phénomène plus mondial et complotiste sur la défiance vis-à-vis du savoir, vis-à-vis des positions institutionnelles, et que finalement les médecins rentrent dans cette histoire? Je ne crois pas. La défiance vis-à-vis des politiques, vis-à-vis d'un certain nombre d'institutions, c'est une chose. Je crois que les Français ont confiance dans leurs médecins. Ils ont, je ne sais pas s'il y a des médecins traitants ici parmi nous, mais il y a une relation de confiance avec le patient. Et moi, je n'ai pas senti, très franchement, enfin, tous les médecins, je ne sais pas si vous ressentez ça comme moi, mais les pires patients qu'on puisse avoir, pardon, j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous, je vais me faire engueuler,
en tout cas pour les jeunes qui sont là et qui deviendront médecins ou qui seront dans le personnel de santé, les pires patients que vous pouvez avoir, parce que là vous en avez pour 1 heure, ce sont les enseignants. Ça, d'ailleurs, je pense que tous les médecins, je vois des médecins qui se marrent. Oui, non, je parle des enseignants lycée, collège, etc. Parce que eux, quand ils arrivent et que vous leur dites un truc, ils vous regardent comme ça. Vous êtes sûr, docteur? Et en général, ils viennent, vous êtes le 3e qu'ils ont vu dans votre spécialité. Alors, ouais, ces gens-là, c'est un peu à part. Mais sinon, moi, je n'ai pas remarqué une perte de confiance. Le problème n'est pas la perte de confiance du patient vis-à-vis de son médecin ou du corps médical ou de la médecine en général. Le problème est le manque de confiance dans l'information. Et ça peut toucher l'information en général et l'information médicale en particulier, à partir du moment où, pardon, c'est pas très modeste ce que je dis, mais moi j'ai une voix qui porte dans le domaine de l'information médicale depuis toutes ces années. J'ai une bonne cote auprès du public, j'ai une bonne cote auprès des médecins, mais tout ce que je vais dire avec calme, avec une rigueur scientifique, si j'ai à côté de moi un type qui me dit n'importe quoi, je perds pratiquement toute crédibilité auprès d'une partie du public qui m'écoute. Et c'est pour ça, je vous le disais tout à l'heure, mais c'est pour ça que je refuse systématiquement tous les débats avec les antivax. Systématiquement. Parce que quand vous leur donnez la parole, moi j'ai besoin de prouver, de dire voilà, les études ont montré que, ils vont vous sortir n'importe quoi comme argument. Mais n'importe quoi. En vous faisant croire, oui, mais il y a des études qui disent le contraire de... Alors, je ne suis pas une encyclopédie non plus. Oui, mais alors il y a une étude qui a été faite en Écosse en 2012. Je ne sais pas si vous l'avez lu, docteur, mais elle dit tout l'inverse de ce que vous dites. Les vaccins ont été responsables de l'autisme. Et qu'est-ce que vous dites? Je ne vais pas dire sortez-moi l'étude, excusez-moi, mais c'est n'importe quoi, parce que si c'était vraiment lié, tout, et pourtant il y a eu les vaccins contre la rougeole qui donnaient l'autisme. Voilà. Et vous ne pouvez pas contre-argumenter avec des gens. Je pense que si j'avais dû débattre avec Perron ou avec Didier Raoult, il m'aurait mis dans les cordes, mais en 5 minutes. Parce que l'assurance du professeur, et il m'aurait dit, monsieur, vous avez quel statut sur le plan infectiologique? Est-ce que vous êtes infectiologue? Non, je suis juste ORL, et puis vous êtes ORL. C'est tout. Je suis patron de l'IHU, monsieur Perron est chef du service d'Ambroise Paré, donc on n'a même pas à discuter avec vous, on n'a même pas à vous opposer quoi que ce soit de scientifique. Nous, on sait, vous ne savez pas. Et voilà, et d'ailleurs, là je peux vous en parler parce que ça m'a plutôt fait marrer qu'autre chose, mais quand à un moment je me suis permis de dire que l'hydroxychloroquine, c'était peut-être pas non plus la panacée, j'ai eu droit au professeur Didier Raoult qui, dans Libération, a dit, qu'on lui a posé la question pour qu'il réagisse sur mes propos, il a dit bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, mon théâtre, il est mondial, celui de Simès, c'est les cafés. Et il avait raison. Hein. Il avait raison. Il avait été invité par Donald Trump. Il était connu dans le monde entier comme étant le sauveur de l'humanité. Et moi, j'étais dans mon petit coin et tout. Donc, vous pouvez pas vous battre. Mais il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Et encore une fois, il faut que les gens, c'est pas lui en particulier, mais il faut que tous ceux qui disent n'importe quoi, parce qu'il y en a d'autres. Hein, il y a des mecs très toxiques qui passent à la télé. Qui sont un peu du coin là-bas d'ailleurs, il faut les arrêter tout de suite. Quoi. Ces mecs ne doivent plus pouvoir s'exprimer, mais ils ne doivent plus pouvoir exercer. Je veux dire, un médecin qui est anti-vax, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un joueur de foot qui joue avec le ballon à la main. Quoi. On ne peut pas continuer. On appelle ça du rugby, nous, à Clermont. Oui, moi aussi. Bah, vous prenez un joueur de Clermont foot qui joue avec le ballon à la main, vous l'arrêtez tout de suite. Ben voilà, c'est pareil avec les médecins anti-vax.
Finalement, on a peut-être du mal à dire qu'on doute, qu'on ne sait pas. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dire je ne sais pas et je doute, peut-être ça pourrait être pris par les auditeurs comme une position forte face à celui qui, péremptoire, va dire vous, monsieur, vous ne savez pas, vous ne savez rien. Mais si, parce que si moi je dis je doute, je ne sais pas, et que le mec en face il dit mais vous avez vu ce qui a marqué là, hein, professeur machin, moi je sais. Oui, Voilà. mais Moi je sais, l'hydroxychloroquine, je l'ai prouvé, ça marche, on ne veut pas m'écouter, on va être responsable de la mort de milliers, de dizaines de milliers de personnes, mais ça marche. Voilà. Vous voulez que je fasse quoi? Que je prenne l'hydroxychloroquine et que j'aille la tester moi-même? Non. certains l'ont fait. Ben, certains l'ont fait et on dit que ça ne marchait pas, mais il a dit que les études avaient été mal faites. Voilà. Mais c'est sans fin. C'est sans fin. La difficulté face au complotisme, on l'évoque. Et quand on se fait comme ça sur les réseaux sociaux, laminer quand on a pris une position, ça doit être intenable. C'est tenable, sinon je me serais flingué. Faut aller à Besse. Ouais, je suis allé me réfugier à Besse là-haut. Réfugié politique, on l'accorde. Non, je ne peux pas vous cacher que c'est agréable. Que c'est pas agréable. J'ai été très secoué, sincèrement, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors, je vous raconte quand même l'histoire. Pendant toute la pandémie, à chaque fois que mon nom était cité, il était accolé au mot grippette. Simès avait parlé de grippette, mais c'était hallucinant. Vous savez, le chewing-gum sous la pompe, le truc. Je n'ai jamais parlé grippette. La seule fois où j'ai prononcé le mot, c'est quotidien. Quand Yann Barthès me dit « Est-ce que c'est une grippette ?» J'ai dit « Non, ça n'est pas une grippette. » Mais qu'est-ce qui s'était passé? Et ça, c'est intéressant parce que si je me reproche quelque chose aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est-à-dire d'avoir mis une demi-phalange dans la politique. Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Nadine Morano racontent n'importe quoi sur le Covid au départ. Marine Le Pen, par exemple, disait qu'il suffisait de fermer les frontières et puis comme ça, il n'y aurait pas de Covid. Bon, alors, je me suis permis, parce que j'avais une émission sur RTL et une chronique le matin sur RTL, de dire, avec un peu d'ironie, qu'une frontière, ça n'était pas une moustiquaire et que le virus n'était pas un moustique et qu'on ne pouvait pas, comme ça, empêcher le virus de circuler. Ce qui m'a valu un SMS sur mon propre portable à moi, perso, de Marine Le Pen, qui m'a insulté sur mon... Je n'ai pas répondu. Dupont-Aignan, vous l'avez peut-être vu au début, il met son masque à l'envers. Les images étaient quand même assez rigolotes, donc je me fous un peu de sa gueule sur RTL. Et je dis, bon, avant de s'intéresser au Covid, il faudrait déjà apprendre à mettre le masque avant d'essayer de demander à tous les Français de le mettre. Dupont-Aignan m'envoie un SMS sur mon portable. Je me demande si Le Pen ne lui avait pas donné mon numéro. Et Nadine Morano, je suis invité un soir sur France 2 dans une émission présentée par Léa Salamé et Thomas Soto sur le Covid. Et je suis à côté de Karine Lacombe en attendant un peu dans les coulisses. Et puis sur le plateau, il y a Nadine Morano, Gabriel Attal, qui était le porte-parole à l'époque et tout. Et Nadine Morano dit à Attal, oui, vous nous cachez des choses, il y a une rétention d'informations, c'est beaucoup plus grave que ce que vous dites, etc. On n'en était qu'au début de la pandémie. On n'avait pas d'informations particulières. Et Morano s'en va, moi je prends sa place et je commence par dire à Léa Salamé, écoutez, je veux juste réagir par rapport à ce que je viens d'entendre en tant que médecin. On ne peut pas, alors que les gens commencent à paniquer, faire croire qu'on est en train, nous, de cacher des choses aux Français et que la situation est très grave, qu'il y a des milliers de morts partout et qu'on le sait mais qu'on ne veut pas vous le dire. J'estime que quand on est un responsable politique, on ne doit pas tenir des propos irresponsables. Et après, je suis parti sur autre chose. Le lendemain, Nadine Morano envoie un tweet dans lequel elle m'incendie. Et elle termine par hashtag #SimesGrippette. Et mes confrères journalistes travaillant tous particulièrement bien et de façon très professionnelle, il y en a un ou deux qui a repris le fait que #SimesGrippette, donc c'est que j'avais dû le dire. Et comme
je me suis aperçu, malheureusement, que beaucoup de journalistes faisaient du copier-coller. Ils ont repris le Siemens Grippette et c'est parti dans toute la presse que j'avais dit grippette. Ce qui fait que je me suis fait bâcher en permanence parce qu'on disait arrêtez de nous gonfler avec tout ce que vous nous racontez, parce que quand on dit que c'était une grippette et qu'on voit ce que ça donne, on peut pas. Voilà. Et ça a été quelque chose de difficile à vivre, d'abord parce que je n'avais pas dit, ensuite parce que je me suis fait casser, mais de façon hyper agressive sur les réseaux, à tel point que moi je ne regarde pas les réseaux, mais que j'ai des potes qui m'appelaient en me disant ça va. C'est pour là, déjà, quand un pote vous appelle, oui, je dis, ça va, qu'est-ce qui se passe? Putain, mais qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu prends sur les réseaux? Et j'avais même, c'est anecdotique, mais j'avais Bruno Mazur qui avait envoyé un tweet m'incendiant et que j'avais appelé en lui disant, mais Bruno, excusez-moi, mais je ne comprends pas votre tweet là. Il me dit, oui, vous avez parlé de grippette, et j'ai dit, j'ai parlé où de grippette? Je sais pas, mais voilà. Et puis il a fini par me dire, par s'excuser, puis il a fini par me dire, vous savez, quand on est en vitrine, on est le premier à se prendre le pavé dans la gueule quand il y a une manif. Et il y a eu Jean-Pierre Foucault. Et Jean-Pierre Foucault, sur cette émission hautement intellectuelle, Touche pas à mon poste, me démolit dans l'émission en disant oui, c'est un scandale qu'un médecin connu comme ça dise des conneries pareilles en parlant de grippette, etc. J'aime bien Jean-Pierre Foucault. Je l'avais vu une ou deux fois dans une émission. Je l'appelle, je lui dis mais Jean-Pierre, qu'est-ce qui vous a pris? Il me dit oui Michel, j'estime que vous avez une position très importante en matière d'information médicale en France et que c'est pas normal que vous disiez autant de bêtises en parlant de grippette. Je lui dis ok, dites-moi où j'ai dit grippette. Il me dit il n'y a pas de souci, on m'a envoyé un making-of, un best-of pardon, des différentes émissions dans lesquelles vous êtes passé avant que je m'exprime justement pour me demander mon avis. Je le regarde pendant que je vous ai au téléphone. Il regarde le truc, il me dit vous ne l'avez pas dit. Voilà. Et il m'a dit je suis désolé. Voilà. Et c'est de la rumeur, c'est du truc, mais je dis c'est grippette. Il a fallu que j'en parle, mais dans 15 émissions, en demandant aux journalistes qui m'interviewaient, quotidien, c'est à vous, etc., en disant mais posez-moi la question parce que j'en ai plein le cul, quoi. Et ils m'ont posé la question, j'ai dit je n'ai jamais dit grippette. Voilà. Oui, Jean-Pierre Foucault a présenté le tirage de l'auto, devrait apprendre un peu plus de hasard et de l'incertitude. Mais grippette, j'avais une citation, mais je ne peux pas la dire, c'était avec Huguette, c'était une chanson paillarde, Oui. mais je la terre. Qui sourit quand on la... Oui, oui c'est bon. Non, mais si vous voulez, on peut y aller. Alors là, il y a des carabins ici, non? Il y en a quelques-uns. Ouais. On est dans une fac de médecine. J'avais une question justement en parlant de la fac de médecine, des carabins et de l'image des carabins. Pendant la pandémie, on a eu une première phase où on applaudissait les soignants. Et puis petit à petit, tout ça, ça s'est un peu émoussé, si je puis dire. Puis on a vu beaucoup de soignants à la télé. Les gens disaient bon, les médecins, on les voit beaucoup. Et puis là, on voit l'hôpital en crise, en difficulté, en grande difficulté. Et là, on se dit que une actualité en chasse une autre. Les gens passent à l'Ukraine, les soignants, et puis il y a un émoussement ou pas de la compassion vis-à-vis des soignants. Oui, bien évidemment. Ces applaudissements à 20h étaient absolument extraordinaires et importants parce que ça a permis à beaucoup de personnel soignant de se sentir soutenu. Mais comme vous le dites, une actu chasse l'autre. Et aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, ce que cette pandémie a permis de faire, c'est de faire prendre conscience de la pénibilité de ce travail de soignant, que je pense que les Français sont beaucoup plus sensibles et plus à l'écoute de toutes les revendications actuelles autour de l'hôpital, et que les gens ont eu très peur pendant la pandémie que notre système de santé explose et ne soit pas capable de prendre en charge tous les malades. Et il y en a eu beaucoup des malades, et je pense que tous ceux qui ont eu le Covid à un moment ont flippé à l'idée d'avoir des difficultés respiratoires et de se demander s'ils trouveraient une place en réanimation. Il y a eu beaucoup de reportages et je crois qu'aujourd'hui, cette pandémie a permis d'augmenter la sensibilité des Français
aux problèmes qu'on peut rencontrer à l'hôpital. Et d'ailleurs, même Macron, hier, en a parlé dans son allocution. Il a cité la santé, qui va être vraiment, on l'espère, un gros chantier dans les années qui viennent. Voilà, je crois, oui, une actu chasse l'autre, mais je crois que l'affection et l'amour des Français pour les gens qui travaillent pour leur santé a augmenté, franchement. Je suis bien d'accord. On a vu pendant cette pandémie des patients qui venaient nous voir et qui nous demandaient, ou qu'on appelait en consultation et qui, quand on ne les appelait pas, nous rappelaient en disant « Docteur, vous allez bien ?» Donc, c'est vrai qu'on a ressenti ça de la part des patients. Et puis moi au début, je suis allé... moi, je travaillais à l'hôpital Pompidou comme ORL, et au début de la pandémie, enfin quand ça a commencé à chauffer sérieusement et qu'il y avait beaucoup d'hospitalisations en réel, le chef du service de RAD Pompidou a envoyé un mail à tous les médecins de l'hôpital en disant mettez-vous sur la liste de garde pour venir nous aider, même si vous n'êtes pas réanimateur. Et moi je me suis mis sur la liste de garde et j'ai fait des astreintes et j'ai fait des gardes dans les services de réanimation, où j'ai fait de la manutention, où je retournais les patients. On était 6 pour retourner les patients de 150 kilos. Et moi j'ai vécu ça, et je crois que et d'ailleurs, j'ai essayé, parce que j'y suis allé en tant que médecin, parce que c'était mon devoir de le faire, mais je me suis aussi dit que ça me permettrait de relayer l'information, ce que j'ai fait sur RTL, où j'ai témoigné de ce que j'avais vécu dans les services de réanimation, et où un quart d'heure après être arrivé, j'aidais à mettre un cadavre dans une housse. Et voilà, et ça, c'est des moments qui sont importants aussi. C'est mon rôle d'informateur, il est là aussi. Il est de faire ressentir au public ce que c'est que ce Covid, ce que c'est d'en mourir en réanimation. Dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain, enfin, j'ai perdu ma citation là. C'est une citation d'Adriana Carambeu. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Alors, la compassion, l'empathie, est-ce que ça ferait pas un bon sujet Ah si, mais c'est même pas un... Alors, je ne sais pas si vous connaissez les pouvoirs extraordinaires du corps humain, mais enfin, c'est une émission que je présente. En général, les mecs, ils connaissent. Que je présente avec Adriana Carambeu. Je me demandais qui c'était à côté. Ouais. Et en fait, c'est une émission dans laquelle, effectivement, on a traité, ça fait 10 ans qu'on fait cette émission, on a traité de beaucoup de sujets. L'empathie peut pas faire l'objet d'une émission, même si je n'arrête pas de répéter dans les interviews que je crois que s'il y a un seul mot que quelqu'un qui travaille dans la santé doit avoir sur son bureau, c'est le mot empathie. C'est le mot essentiel qui nous permet de bien faire nos métiers, qu'on soit infirmière, pharmacien, médecin, aide-soignante, enfin tout, voilà. Mais non, avec les prochaines émissions que vous allez voir au mois de juillet, là, il y en a 3, elles sont autour plutôt on a changé un petit peu de braquet, c'est autour ça va vous plaire, c'est autour de l'esprit, c'est les pouvoirs extraordinaires de l'esprit. On est allé voir beaucoup de médecine complémentaire. La première émission, je crois que ce sera sur le plaisir féminin. Ça vous intéresse peut-être moins, mais moi, ça m'a bien intéressé. Et non, mais je rigole, je vous connais pas, je ne veux pas savoir. Sur le plaisir féminin, regardez-la, parce que aussi bien pour les femmes que pour les mecs. Et on a fait quoi ? On a fait une émission sur les états de conscience modifiés. Voilà. Et ça, c'est le plaisir féminin. Oui, non, ça c'est un état de conscience modifié aussi, mais vraiment sur des gens qui, je sais pas comment on appelle ça, des localisateurs ou je sais pas quoi, des gens qui sortent de leur corps pour aller. Les équipes de Louvain. Ouais, on est allé en Belgique, et des gens qui sortent de leur, enfin, qui disent sortir de son corps pour aller chez lui et revenir, quoi, tout en restant là où il est, bien évidemment. Et avec des études, des trucs qui étaient assez... Dans les suites de traumatismes psychiques, notamment. Alors lui, il n'avait pas été traumatisé, mais il était un peu bizarre, mais il n'était pas traumatisé, mais le type était incroyable, quoi. Il nous racontait ça, il disait qu'il était... D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il nous raconte, je ne sais pas si on l'a gardé dans le montage, mais il nous raconte qu'il a... Alors, il est gay, et il avait son mec qui était chez lui pendant que lui travaillait comme infirmier. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, il n'avait rien à foutre, et il s'est dit, tiens, je vais aller me balader chez moi. Et ben, ils sont séparés peu de temps après, parce qu'apparemment, le type n'était pas là où il disait être. Et donc, c'est flippant quand même. Hein. Heureusement que toutes nos femmes ne sont pas comme ça, parce que c'est... Enfin, je dis ça... Mais il y a des trucs très étonnants qui se passent dans le cerveau.
Très étonnant. Je confirme. Peut-être, Nicolas, on va passer la parole à... Ah oui, très bien. Oui, parce que s'il faut que je réponde, il vaut mieux que je garde bien. Vous partagerez. Donc, si vous avez des questions, moi j'en ai une en attendant que vous prépariez votre question ou que vous leviez la main. Moi j'en avais une quand même parce que je t'ai bien écouté et du coup je me suis demandé si tu étais. Mais alors, j'ai noté, hein, moi je m'étais noté, je m'étais dit, mais alors qu'est-ce qu'il fait Michel, il fait plein de trucs, médecin, animateur, auteur, acteur. C'est pour ça que tu es là dans le coin, producteur. Et je me suis dit, mais il doit être journaliste. Et j'ai pas ma carte de presse. Et Ah alors, ouais, c'est quoi cette escroquerie là? alors, tu sais ce qui est intéressant dans la carte de presse, c'est pour les impôts. Parce que tu as une réduction d'impôts en tant que journaliste. Ça fait partie des trucs qu'on ne comprend pas, mais bon, Alors, Ça t'intéresse pas une réduction d'impôt, toi? Quoi? Une réduction d'impôt, ça t'intéresse pas? Si, mais parce que, en fait, à partir du moment où tu as plus de 75% de tes revenus qui viennent du journalisme, tu peux te déclarer comme pour la réduction d'impôt. Enfin, c'est pas le problème. Surtout, pourquoi j'ai pas ma carte de presse? Quand j'ai commencé au début des années 90 à France Info, il se trouve que j'ai remplacé une journaliste santé, qui était vice-présidente de l'Association nationale des journalistes d'information médicale, l'ANJIM. Et bien évidemment, les journalistes santé, qui pour la plupart à l'époque n'étaient pas médecins, ne voyaient pas d'un très bon œil l'arrivée de médecins qui... moi, j'exerçais à l'époque, j'étais dans un cabinet. Ils n'étaient pas très contents de voir arriver des médecins qui prenaient leur boulot, ce que je peux comprendre. Et donc, à peine après une semaine de chronique sur France Info, je reçois une convocation du Conseil de l'Ordre des Hauts-de-Seine, où j'exerce, et qui me dit, voilà, vous êtes convoqué parce que nous avons reçu une lettre d'une association de journalistes qui dit que vous n'avez pas le droit de faire des chroniques à la radio parce que vous n'avez pas votre carte de presse et puis parce que c'est de la publicité déguisée pour vous en tant que médecin, et vous savez que les médecins n'ont pas le droit à la pub. Et donc, moi, je suis tombé de ma chaise et je suis convoqué à l'époque par le président du Conseil national, qui était le professeur Louis René. Les plus vieux d'entre nous connaissent le professeur Louis René, qui était une sommité. Ça a été un des grands présidents du Conseil national de l'ordre. Donc, vous imaginez que je suis là, je viens de m'installer, je vais au Conseil de l'ordre et je suis reçu par le président, qui me dit j'ai reçu la lettre de l'ANJIM, je vous écoute tous les matins, continuez. Et là, je suis sorti de là, j'avais plus de problème du tout. Et pour prouver à ces cons-là qu'on n'avait pas besoin de la carte du parti pour travailler, je n'ai jamais voulu demander ma carte de presse. Et donc, ça fait 30 ans que je travaille. Et j'en veux pas aux journalistes, j'en veux à ceux-là, parce que... mais voilà, je me suis toujours dit, je ne la demanderai pas, et puis je vous montrerai qu'on peut y arriver, et je crois que je suis arrivé. D'accord, ok. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a une main qui se lève là. Merci. J'aurais voulu savoir est-ce que vous pensez ou est-ce que vous avez remarqué que cette période de pandémie aurait peut-être permis une meilleure acceptation de l'incertitude scientifique en général? Je suis désolé, je n'entends rien. Alors, je ne sais pas si c'est mon âge. Mieux. On entend mieux là ou pas? Oui, il faut un ORL. J'ai compris que vous vous adressiez à moi. Oui. Mais j'ai pas. Franchement, ici, c'est à cause du. Vous avez compris, vous? Toi, t'as compris, toi? Non, non plus. Mais lui, il le dit pas. Est-ce que vous m'entendez mieux là ou pas? Merci pour votre question. Alors, vous m'entendez là ou pas? oui, vous énervez pas Parfait. non plus, mais sinon, Nicolas, tu le feras peut-être avec ta voix grave. Je pense que j'ai baissé sur les aigus, à mon avis. Okay. Du coup, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous avez remarqué que cette période de pandémie aurait peut-être permis une meilleure acceptation de l'incertitude scientifique pour le grand public, parce qu'il aurait été peut-être mis face aux conséquences du manque de considération de cette incertitude? Et je suis très inquiet là sur mon audition. Là, Ah tu peux C'est le micro qui marche pas. D'accord, merci. Nicolas, on essaye. you can translate. Yes.
Est-ce que le public, du coup, est plus sensible? Non, mais- Est-ce que le public est plus sensible à cette notion d'incertitude en médecine ou scientifique? Alors, j'espère, parce que je l'ai répété. Merci pour votre question, mademoiselle. Non, mais j'espère, oui, parce que je l'ai tellement répété. J'ai tellement répété souvent dans les interviews. Parce que ce qui est formidable, c'est qu'on maintenant, juste après la fin du gros de l'épidémie, à chaque fois qu'on m'interviewait, c'était pour me dire bah dis donc, vous vous êtes fait casser, bah dis donc ceci, bah dis donc cela. Et la grippette, et la grippette, et la grippette. Et je n'ai pas arrêté de répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je n'ai pas suffisamment dit, je ne sais pas. On n'a pas suffisamment dit, on ne sait pas. Donc je pense que c'est rentré dans l'esprit du public. À chaque fois que je disais ça, on me disait c'est courageux de votre part. Et j'avais plutôt, même sur les réseaux sociaux, on disait plutôt des choses sympas, en disant bah voilà un médecin qui accepte de dire on ne sait pas tout, on ne sait pas. Et je pense que voilà. Et d'ailleurs, c'est une bonne leçon même pour ici. On est dans une université, à la fac de médecine. C'est pas inutile de répéter aux étudiants en médecine que on a le droit de dire on ne sait pas, à partir du moment où on essaye d'expliquer aux gens qu'on va essayer de savoir. Si vous dites, je suis désolé, je peux. Moi, si j'avais dit je ne sais pas en termes de Covid, j'aurais dit quoi? J'aurais dit je ne sais pas, je ne peux pas répondre à votre question, il faut qu'on attende. Mais attendre quoi? Je ne sais même pas s'il y a des études, s'il n'y a pas d'études. Il faut effectivement que quand vous parlez à un patient et que vous lui dites, écoutez, je suis désolé, mais là, au moment où on se voit, je ne sais pas trop ce que vous avez, j'ai besoin d'autre chose, il faut expliquer, il faut enrober, il faut contextualiser, il faut tout ça. Mais je pense qu'en termes d'épidémie, et de virus, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles aussi depuis, les gens ont compris que voilà, on ne pouvait pas tout savoir et ont compris aussi que on avait eu la chance d'avoir un vaccin très 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 vite, parce que de jamais de l'histoire de la médecine on avait eu un vaccin aussi vite, mais que cette rapidité vaccinale faisait que le bénéfice-risque restait considérablement en faveur du vaccin, mais que le risque, il faudrait quelques mois ou quelques années pour le savoir. Et cette notion de bénéfice-risque est très importante. Les gens ne la comprennent pas. Mais ce qui est normal, la notion de bénéfice-risque sur le plan collectif, vous la comprenez. À titre individuel, vous ne l'acceptez pas. Vous n'en avez rien à foutre de savoir qu'il y a 99,9% de gens qui vont être protégés par un vaccin et qu'il y a 0,01% de personnes qui vont avoir des effets secondaires graves si ça tombe sur vous. Donc voilà, cette notion de bénéfice-risque, moi j'essaye d'inculquer depuis des années et des années, c'est très difficile à faire entrer. Tu m'entends, Michel, là? Là, oui. Bon, d'accord. Et est-ce que les médias, finalement, ça les intéresse vraiment, quelqu'un qui dit « je ne sais pas » ? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si j'avais dit à chaque fois je ne sais pas. Alors moi c'est différent parce que j'ai la chance d'avoir une certaine popularité qui fait qu'on m'invite quand même, mais un médecin, tu es rédac chef d'un média et tu invites un médecin qui te dit je ne sais pas, tu vas chercher Perron après. Hein. Voilà, c'est ça. Et ça, comment on sort de cette... en espérant que là c'est rentré. Parce que pendant la pandémie, les médias étaient dans l'urgence de faire toujours plus par rapport aux médias concurrents. D'où le fait qu'ils invitaient des gens, des médecins qui sortaient des clous et qui ne donnaient pas un discours avec une grande rigueur scientifique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de rédactions en chef ou de journalistes qui se disent est-ce qu'on n'a pas un peu notre part de responsabilité dans ce complotisme et cette suspicion qu'ont les Français vis-à-vis du vaccin et vis-à-vis de tout ça, parce qu'on a un peu trop donné la parole à un mec qui s'est révélé complètement à côté de la plaque. Je pense qu'aujourd'hui, j'espère que la conscience professionnelle des journalistes et des rédactions en chef leur permet de prendre un peu de recul par rapport à ces gens qui disent l'inverse de ce que dit l'essentiel du comité scientifique. Ok, merci. Il y a une question là, je crois. Exactement, la chanson. Moi, j'avais une question, et plus sur les médias, du coup. Est-ce que vous pensez justement que la surexposition médiatique du Covid dans l'esprit collectif des gens n'a pas eu vraiment cette grosse incidence? On parle de déontologie en médecine, mais est-ce que les médias aussi sont soumis à une déontologie? Pourquoi demain donner la parole à une personne
qui va raconter n'importe quoi, on ne va pas dire ceux qui ont donné la parole à cette personne-là n'ont pas aussi leur part de responsabilité et qu'on prenne des sanctions un peu irréversibles là-dessus. Parce que c'est vrai qu'au final, demain, on surexpose. Je vais faire une analogie qui ne sera peut-être pas la meilleure, mais on parlait beaucoup de la grosse tension qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine, et on a mis beaucoup sur un piédestal. On a surexposé tout ce conflit, donc forcément, au bout d'un moment, la panique générale se prend part à tout le monde finalement. Et je trouve que c'est peut-être aussi ça le problème. En fait. J'ai eu des discussions, moi, avec des potes journalistes qui ont leur carte de presse, qui ont des postes importants, qui sont rédacteurs en chef, et avec qui j'ai eu ce genre de débat, en disant, mais vous avez un code, quoi. Vous avez un code de déontologie, vous avez une éthique. Comment vous pouvez continuer à donner la parole à des mecs qui paniquent la France entière? Et la réponse était toujours la même. Ils disent oui. Alors, en fait, la déontologie, je sais pas. Enfin, normalement, ils ont la carte de presse, ils ont quand même un certain nombre de règles déontologiques. Mais la vraie déontologie, à la limite, c'est de pouvoir contrer les gens qui disent n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de poser la question à un complotiste ou un anti-vax en essayant d'argumenter, les mecs ils posaient les questions et plus ça clashait, plus ça faisait du bruit et mieux c'était. Donc au contraire, il y a certains journalistes et certains médias qui ne cherchent que ça, que le clash, qui ne cherchent que l'information. Il y a l'obsession aujourd'hui dans les médias, c'est d'être repris. La reprise. La reprise, c'est la reprise par les réseaux, la reprise par les sites internet, la reprise par ceci, par cela. Plus tu es repris et plus tu es content parce qu'on dit, t'as vu, hier j'ai invité machin, t'as vu comment c'est repris là? Même si on dit n'importe quoi. Donc après, il y a effectivement une responsabilité énorme des médias, mais j'espère qu'ils vont... il y a un peu de reprise du Covid, mais j'espère qu'un jour, il va y avoir des vrais débats au sein de la commission de carte de presse et au sein des journalistes pour savoir ce qu'il faut faire pour éviter que ça recommence, quoi. Mais bien évidemment. Mais moi, je parle en tant que médecin, parce que voir des mecs qui sont convoqués pour la première fois au conseil départemental 2 ans après avoir dit des trucs, je me dis mais c'est pas possible, quoi. Donc c'est ça qui m'énerve plus. Moi je suis pas journaliste, mais ils ont du ménage à faire aussi. Alors il y a des questions, je remonte, j'en ai vu 2. Okay. Vous m'entendez? Oui. Yeah, I can hear you, but peut-être... non, mais si vous avez une voix... Vous pouvez faire une voix grave pour que je vois? Je vais essayer. Ma question, c'est que pendant le Covid, il y a eu un afflux d'informations scientifiques et pseudo-scientifiques. Est-ce que ça vous est arrivé aussi à vous d'être un peu perdu dans cette masse d'informations et du coup ne pas savoir vraiment quelles paroles relayer ou quelles informations communiquer au public? Alors, j'ai un peu de bouteille aujourd'hui et mes sources d'informations sont toujours très fiables. Bien que on s'est rendu compte que même dans le Lancet, certains articles pouvaient être remis en question. Après, et c'est là toute la difficulté de mon boulot d'informateur, c'est que je n'ai pas les moyens ni intellectuels, ni la compétence suffisante dans toutes les spécialités dont je parle pour savoir si c'est juste ou c'est pas juste. Donc on est obligé de s'appuyer sur des références. Et mes références, elles peuvent être aussi bien le Lancet, le New England, le JAMA, mais elles peuvent être aussi des journaux grand public. Par exemple, quand Le Monde, parce que je ne vais pas vous mentir, vous pensez bien que je ne passe pas mes journées à décortiquer la presse internationale pour savoir, médicale, pour savoir s'il y a des trucs intéressants. Donc, quand je lis en plus, moi je ne fais plus d'actu chaude comme je le faisais sur Info ou sur RTL le matin, donc je me suis un peu démarqué de ça, mais aujourd'hui je lis Le Monde tous les jours, je lis Le Figaro tous les matins, Figaro qui a une excellente page chantée, Le Monde qui en général a les informations aussi avant tout le monde et qui a des journalistes. Paul Ben Ki-moon que je connais bien est un super journaliste.
Donc à la limite, je suis un peu feignant, mais je regarde ce qu'ils disent. Et puis, en fonction de ça, je vais chercher des infos complémentaires si je veux en parler. Mais c'est tout une question de référence et puis de bouteille. Je ne vais pas aller chercher des informations dans l'impatient, qui est un canard anti-machin, etc. Mais il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant parce qu'on peut donner des informations un peu bidons si on l'est pas. Et les jeunes journalistes santé qui ne sont pas médecins, qui n'ont pas de recul, qui vont aller chercher des infos un peu insolites, peuvent aussi raconter des conneries. Vous m'entendez? Oui, mais je ne vous vois pas, vous êtes où? Là. Ah. Du coup, la question que je me suis posée pendant la crise du Covid, et c'était de savoir, enfin, je me suis dit oui, c'est vrai qu'on a besoin de plus éduquer les gens et de plus vulgariser la santé en général, mais en fait, j'avais aussi le sentiment que les gens ne savaient pas chercher l'information. Et est-ce qu'on ne devrait pas aussi éduquer les gens à, notamment les jeunes avec les réseaux sociaux, à savoir aussi savoir différencier une information pour laquelle il y a des vraies preuves et toutes ces vidéos complotistes ou qui passent pour de la vraie information et qui sont au final dangereuses. Oui, mais aller chercher l'information, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Alors, au début d'Internet, quand il n'y avait que quelques sites médicaux, on pouvait faire le tri. Il y avait même, c'est même l'OMS qui avait donné un cachet, un truc qui se mettait en haut du site, c'était HON, Health on Net, qui prouvait que c'était quelque chose de crédible et de sérieux. Hein, vous aviez la certification de l'OMS qui prouvait que votre site, parce qu'on l'a eu, je sais, on avait un site, nous, et on avait cette certification. Après, il y a tellement de sites, il y a tellement d'applis, il y a tellement de trucs qui sortent que qu'est-ce qu'on fait? On va donner, on va dire celui-là il est bon, celui-là il n'est pas bon. Je pense que on est dépassé par le flot d'informations qui arrive sur le net en matière de santé et que plutôt que de dire et de certifier des sites en disant allez sur celui-là il est fiable, allez sur celui-là il est fiable, il vaut mieux vous donner une éducation, une information en amont qui vous permette vous de juger si c'est fiable. Et c'est du boulot, hein, c'est du long terme, bien évidemment. Mais voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Plus on est formé à l'information scientifique, même si on n'est pas dans le domaine scientifique, et plus on va pouvoir se dire non, ça c'est forcément fake. C'est forcément fake. Mais il faut vraiment c'est une éducation. Ouais, c'est ce que je pense. Bonjour, Jean Bétou, je suis infectiologue. Ah, enfin quelqu'un de compétent. C'est pour ça que vous avez le masque, parce que vous voyez des Covid toute la journée. Non, parce que ça vient, ça arrive, et puis que je m'occupe de prélèvements nasopharyngés chez des patients qui sont éventuellement infectés. Donc je suis prêt à me contaminer. Non, mais c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est sympa de votre part. Donc, en revanche, je ne comprends pas bien. Absolument. Donc je suis très copain avec Christian Perron et Didier Raoult, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Vous êtes copain avec eux? Oui, mais je ne suis pas d'accord avec mais c'est courageux d'être copain déjà. Absolument. Ça n'empêche pas, on n'est pas toujours d'accord avec ses copains. Mais moi aussi, Perron, c'est ce qui est fou, on peut en parler 2 secondes, mais Perron, moi, il était tellement obsédé par la maladie de Lyme que je suis allé le voir, il m'avait demandé de venir le voir dans son bureau. Et bon, c'est vrai qu'il avait un discours un peu particulier sur la maladie de Lyme, mais enfin, c'était quelqu'un qui était passionné, quoi. Je ne sais pas comment il a basculé comme ça, quoi. Oui, même pour la maladie de Lyme, il a beaucoup basculé. Enfin bon. Toujours est-il que... C'est pas grave, on est filmé, vous pouvez y aller. Hein. C'est à propos de l'image. De l'image, ou plutôt du direct. Dans le direct, il y a le journaliste. Et le journaliste pose des questions. Mais souvent, je parle de ce que j'ai constaté, moi, vu de l'extérieur, c'est que les questions ne sont pas posées aux personnes qui sont capables d'y répondre. Quand il s'agit d'un plateau avec plusieurs personnes. Je ne sais pas pourquoi, il pose toujours à l'épidémiologiste les aspects pathologiques, la question sur les aspects pathologiques alors qu'il n'y connaît rien. Et inversement, ils vont poser des questions d'épidémiologie
en plus à un néphrologue qui ne connaît pas rien à l'épidémiologie. Donc, enfin, l'épidémiologie des maladies infectieuses, mais qui est très présent dans les médias. Voilà, par exemple, un peu ce genre de problème. Et puis un autre aspect, alors qui concerne l'image, il y a quelque chose qui m'a frappé, et je m'intéresse beaucoup à des aspects de santé publique et d'éducation pour la santé, c'est les images que l'on a montrées des prélèvements nasopharyngés. C'est une catastrophe. Vous qui êtes ORL, vous avez constaté comme moi que renvoyer la tige vers le haut, c'était une ânerie monumentale. Et on a vu ça à longueur de journée. En termes d'éducation pour la santé, c'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, il y a deux parties dans votre question. La première partie, effectivement, les journalistes posaient des questions à des gens qui n'étaient pas compétents pour y répondre. Mais pourquoi répondent-ils ? Pourquoi répondent-ils ? On a vu sur les plateaux des gens qui n'avaient jamais fait d'infectiologie de leur vie, qui étaient incapables de juger, mais qui avaient tellement envie de passer à la télé, j'en ai vu, et j'en connaissais, qui avaient tellement envie de passer à la télé qu'ils étaient capables d'y aller simplement pour montrer leur gueule et parce que ça leur faisait de la publicité. On a vu des types qui étaient un endocrinologue qui était devenu... qui était un mec très sympa, hein, que je connais bien, et qui était devenu la coqueluche des médias pour parler du Covid, quoi. Alors que des infectiologues, il y en a des bons quand même, hein. On en a vu passer quand même des pas mauvais. Et je sais pas, ils allaient chercher des gens, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi ? De quoi ils parlent ? Ah, eh bien, j'en sais rien, monsieur, je suis pas... c'est pas moi, je ne suis pas les médias. Eh ben, les médias les invitent parce que c'est des bons... Alors, c'est quoi c'est des bons clients. C'est quoi un bon client à la télé ? C'est quelqu'un qui va parler, qui va vulgariser suffisamment, qui va parler de façon assez brève pour qu'on puisse lui poser pas mal de questions, qui a une bonne gueule et qui a un certain charisme. Voilà. Et les compétences arrivent après. On se dit qu'un médecin, il est capable d'être tout terrain. Le Covid, c'est une maladie. Bon, c'est un virus, d'accord. Si c'est pour parler des problèmes pulmonaires, on peut demander à un néphrologue, il saura répondre. Voilà. Et ça, c'est le problème des... ils vont d'abord chercher quelqu'un qui est un bon client et qui va être sympa à voir plutôt que quelqu'un de très compétent et qui est chiant. Voilà. Ça, c'est... Et disponible. Alors, les mecs, il y en a qui étaient disponibles H24. Hein. Le mec, il avait son téléphone à la main toute la journée. Et la deuxième question sur en termes de santé publique, mais moi, en tant qu'ORL, je devenais dingue en voyant les images, quoi. Je devenais dingue. Mais même dans le service, on a vu des gens arriver avec des brèches méningées parce qu'ils allaient chercher l'ethmoïde et tout. Il a fallu que je fasse Moi, j'ai même fait un tuto sur TikTok parce que je suis revenu un peu sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, j'ai fait pour expliquer comment on faisait un prélèvement, quoi. Heureusement, ça a fait 2 millions de vues, un truc comme ça. Je me suis dit, il y a au moins 2 millions de personnes qui savent le faire. Mais moi, j'ai vu des gens se ramener le truc. Et même moi, quand je suis allé me faire des tests avant que les autotests arrivent, j'ai été comme ça, quoi. La nana, elle me disait, bon, je vais vous faire le truc, elle ne savait pas que j'étais ORL. Elle dit, bon, je vais vous le faire. Elle rentrait comme ça, je lui prenais la main pour l'horizontaliser, quoi. Ah, mais il va y avoir beaucoup de dégâts, hein. Beaucoup de dégâts. Oui, merci. Du coup, j'avais une question, enfin un commentaire que vous avez évoqué. Vous avez parlé un petit peu de politique. Donc, on a tapé un peu sur les médecins qui racontaient n'importe quoi, des médias qui ont interviewé des gens qui racontaient n'importe quoi et qui racontaient n'importe quoi. Mais la question, cette question de santé publique sur le Covid, elle a été largement politisée. On sait, et je pense que ça a largement participé à la défiance des Français, puisque le Français est souvent contre le gouvernement, contre ce qu'on nous dit. C'est pas un mouton, il veut pas faire ce qu'on dit. Et là où le gouvernement s'appuyait, je trouve qu'ils ont bien joué leur rôle et s'appuyait sur les connaissances scientifiques au moment donné, tous les opposants scientifiques se sont emparés de la question, ont soutenu bien sûr les personnes que vous avez citées ou pas citées, parce que du coup c'était un moyen de faire le buzz et de rassembler des Français. Et je pense que ça, c'est grave et pour des gens qui sont censés, enfin qui ont envisagé de gouverner en France. Ces gens-là, ils ont tenu des discours dangereux pour la santé publique. Et le Français étant individualiste et n'ayant pas de notion de santé publique et voulant ce qui est mieux pour lui et pas pour les autres, écoutez plutôt ces gens-là. Mais c'est inquiétant parce que ça prouve que les responsables politiques, même dans des moments où il devrait y avoir une unité nationale pour essayer de se battre tous contre une pandémie, continuent à avoir un discours politicien. Moi, j'ai été effaré
et puis il n'y a pas eu, alors je vous ai cité l'extrême droite, mais il n'y a pas eu que. À gauche, c'était pareil, à l'extrême gauche, c'était pareil. Enfin, Olivier Véran a été un super ministre de la Santé. Il a assuré complètement, qu'on soit macroniste ou pas macroniste, il a assumé parfaitement son rôle de ministre de la Santé. Mais à côté, on avait de la politique de bas étage avec des gens qui s'en foutaient de semer la panique, mais qui voulaient continuer à faire parler d'eux. C'est un truc incroyable. Et bah, on voit où on est aujourd'hui. Mais voilà, c'est effectivement, et c'est pour ça que j'avais dit à propos de Nadine Morano que pour une responsable politique, elle était irresponsable. Mais malheureusement, bah, il y en a qui s'en foutent complètement, quoi. C'est incroyable. Bonsoir. Vous m'entendez du coup, c'est bon? Alors pas du tout, mais Nicolas va traduire. Alors, le plus près. Comme ça, c'est mieux peut-être? Ah. Parfait. Du coup, on a beaucoup parlé des complotistes avec le vaccin, tout ça. Mais je pense que dans la majorité d'entre nous, enfin, des étudiants en santé qui sont là ce soir, on a eu beaucoup à vulgariser en quelque sorte le vaccin, le Covid, pour nos proches qui ne sont pas forcément complotistes. Et des fois, on n'avait pas forcément la bonne méthode pour le faire. Et du coup, ma question, c'est la suivante, c'est comment est-ce qu'on vulgarise sans que ça devienne politique, de parler du Covid et de parler de la santé et des vaccins en général? Vous parlez des proches de vos proches qui n'étaient pas convaincus par vos propos? Ouais, genre ma sœur qui n'a pas voulu se faire vacciner, par exemple, alors que je fais des gardes en réanimation et je vois des gens qui meurent, donc c'était pas ouf. Oui, moi j'ai eu le même problème autour de moi, et il y a des gens qui ne sont pas complotistes, mais qui sont sensibles à ce qu'ils entendent de la part de gens qui disent oui, c'est bien le vaccin, mais quand même, un vaccin ARN messager, on n'a jamais vraiment testé. Donc c'est des gens qui aimeraient bien. Moi j'ai des proches qui j'ai une copine qui est infirmière, qui travaille comme infirmière, qui n'a jamais voulu se faire vacciner. Et une fille intelligente. Et je lui dis, mais pourquoi? Je ne sais pas. J'ai peur. Je lui dis, t'as peur de quoi? Je ne sais pas. Ouais. Et c'est complètement irrationnel. Hein. Et ben, alors elle a fini par être mutée dans un bureau. Mais voilà. Et d'ailleurs, moi je suis persuadé que parmi les gens parmi le personnel soignant qui n'a pas voulu se faire vacciner, les infirmières notamment, c'était pas forcément toutes des complotistes, ou c'est une peur irrationnelle, parce que déjà on a un peu peur des picouzes, on a les vaccins, on y va mais à reculons, et puis là il y en a un nouveau, donc voilà, tout ça finit par s'accumuler, et puis on finit par pas vouloir se faire vacciner. Ce qui pose la question aujourd'hui de la réintroduction de ces infirmières et tout ce personnel soignant qui n'a pas été vacciné. J'aimerais pas être celui qui va prendre la décision de les réintégrer, mais il faudrait presque des entretiens individuels pour savoir la raison pour laquelle il y a des vraies têtes de cons, hein, mais il y en a d'autres où on se dit, bon, elles ont peut-être été sensibles au discours de leur mari ou de leur femme qui a dit, ouais, tu vas pas faire ça, tu vas ramener un truc. Bon, voilà, c'est un peu compliqué, mais pour répondre à votre question, je n'en sais rien. Il faut essayer de persuader. C'est comme quelqu'un à qui vous a demandé d'arrêter de fumer, il faut trouver les bonbons, insister, puis peut-être qu'un jour ça peut marcher. Oui, bonjour, Didier Lembry. Moi, je suis un des ordinaux de l'Amphi. Je ne vous félicite pas. Mais je vous donnerai une réponse. Ma question, c'est plutôt sur le retour sur les événements. Là, on le fait entre nous, avec vous. Le retour sur les événements, les médias le font peu. Il y a un truc qui s'appelle Le Vrai du Faux sur France Info et qui a des équivalents sur d'autres radios, qui permet de mettre en exergue un ou deux propos. Mais une reprise tranquille, en débat, avec des gens apaisés autour de sujets comme ça, pourrait faire revenir des choses. Et en particulier, donner, par exemple, des outils aux ordinaux, parce que vous avez été convoqué, parce que vous aviez eu une plainte. Le principal problème, c'est qu'il n'y en a pas. Et ça nous permet, et le Code de la santé publique ne nous permet pas de nous auto-saisir. C'est bien ça Mais c'est ça qui n'est pas normal. La difficulté. En revanche,
quand un confrère infectiologue dit ce qu'il pense d'un autre confrère infectiologue sur des prises de position sur des maladies bactériennes, par exemple, et non pas virales, il a une plainte ordinale. Alors pourquoi vous ne créez pas un comité de vigilance? Ah bah moi je suis qu'un pauvre départemental, mon pauvre. Non mais, bah oui, mais il faut faire des propositions. Il faudrait qu'il y ait un comité éthique au Conseil de l'Ordre qui soit vigilant avec une veille permanente et qu'à chaque fois qu'un médecin s'exprime, c'est pas compliqué avec les algorithmes qu'on a aujourd'hui, vous pouvez avoir l'info tout de suite, et que dès qu'un médecin s'exprime et dit le contraire de ce que la science dit, le mec soit convoqué dès le lendemain. C'est pas compliqué quand même aujourd'hui. Le problème de l'ordre aujourd'hui, c'est que c'est sur dénonciation. On n'a pas le droit de le faire sans plainte, c'est ça le problème. Comment? On n'a pas le droit de le faire sans plainte. Non mais je sais. Y compris pour des violences sexuelles. C'est du même niveau. Non mais je sais, mais on peut peut-être, on est en 2022, on peut peut-être essayer de faire secouer un peu le cocotier et puis de dire, voilà, il faudrait peut-être qu'on bouge un petit peu. Effectivement, c'est sur plainte. Effectivement, le Conseil de l'Ordre ne peut pas s'auto-saisir de ça. Mais quand ça met en danger la santé publique et la santé de millions de Français, je pense que c'est... Et c'est ce qu'a fait l'Académie nationale de médecine. Et pourtant, Dieu sait s'ils ne sont pas réactifs d'habitude. Hein. Ils ont le temps qu'ils s'assoient, ils ne sont pas tous très jeunes. Bon. Mais l'Académie de médecine, ils ont été ultra réactifs. Ultra. Ils ont fait des communiqués en permanence dès qu'il y avait un problème d'information, de désinformation, etc. Le Conseil de l'Ordre, la désinformation médicale doit faire partie des prérogatives du Conseil de l'Ordre des médecins. Non mais auto-saisissez-vous. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas envie de faire de politique, mais peut-être que le seul poste qui m'intéresserait un jour, c'est celui de président du Conseil national. Et je peux vous dire que ça va bouger. Bon, je ne ferai pas. Commencez pas à faire ça dans la presse, parce qu'il y a des journalistes qui sont là. Ça vient juste de changer. Hein. Ça vient juste de changer, et tu sais quelle est la spécialité du nouveau président? Non. ORL. C'est qui? François Arnaud. François Arnaud? Il est ORL où? Ah non, je ne sais pas ça. Ah, je sais pas. Ah, c'est plus Boué, ça y est? Non, ça vient juste de changer, là. Il y a quelques jours où il y a... Ouais, et il a quel âge? 70? Ouais, je ne sais pas. Non, mais bon, c'est pas une question d'âge, mais... Non, c'est pas une question d'âge, mais... C'était pour dire, mais est-ce que vous vous senteriez, vous, en idée de faire une émission de débriefing pour que les Français comprennent un peu avec du recul ce qui s'est passé? Alors, sur le papier, c'est une émission passionnante parce que il faudrait revenir sur les 2 ans de pandémie. Qu'est-ce qu'on a dit à cette époque-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Ça demande un peu de boulot, mais c'est une émission passionnante. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir qui la regardera. Les Français aujourd'hui en ont ras-le-bol. D'ailleurs, pendant toute la pandémie, tous les canards santé se sont effondrés. Les gens ne voulaient plus entendre parler de santé. Mais vraiment, hein. Et ils en avaient ras-le-bol, on ne parlait que de ça. Je le sais parce qu'on a, on a un magazine qui s'appelle Dr Good, et les chutes des magazines santé ont été terribles à ce moment-là. Là, on a récupéré, mais à l'époque, personne. Et aujourd'hui, si vous proposez en prime time une émission sur retour sur une pandémie, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça prendra. C'est peut-être un peu tôt. Un peu tôt. En revanche, il faut attendre qu'on se débarrasse complètement de ce virus, si on peut, pour revenir sur, mais à condition de faire le procès en tout cas des politiques, des médias, de la médecine, tous responsables en gros. Tous responsables. D'ailleurs, c'est le titre du docu. Ah bah je vais le faire. J'inviterai Morano, Le Pen, Dupont-Aignan, Mélenchon, tout ça. Bonjour, Bonjour. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que la faible accessibilité de la culture scientifique brute, je ne parle pas de celle qui est relayée par les médias, a aussi son rôle dans la montée du complotisme? Alors, j'entends un mot sur 2, là, je ne sais pas si... Okay. Allez, c'est moi alors. Là. Parce que si toi t'entends, c'est que c'est moi. Alors, vas-y. Faible accessibilité de la culture scientifique brute, globalement, toute la culture scientifique, en dehors des médias, que c'est faiblement accessible et que c'est pour ça. Yeah.
Ouais. C'est la faible accessibilité, c'est-à-dire Je veux dire tout simplement, qu'est-ce qu'il de dit base, les publications, par Non. exemple scientifiques, est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir la science? En fait, on parle de science ouverte pour que en fait, le grand public ait accès aux publications et accès à ce qu'on produit dans les laboratoires pour pouvoir comprendre par lui-même, enfin au moins avoir un œil dans ce qu'on fait, quoi. Alors, non, tu vas la répéter parce que et là, je pense qu'il me raconte n'importe quoi en plus. Il n'a jamais appris de Non, langage c'est pas accessible, de Georges, votre hein, faute, c'est pas mais vrai. vraiment le son. Il demande que la science, pour reprendre les termes, la science dure, la science comme elle existe, les publications, etc. Est-ce que ça pourrait être plus accessible au grand public? Déjà que nous, parfois, on galère à récupérer des articles nous-mêmes, hein, où on paye, mais que ça soit accessible pour celui qui voudrait aussi aller vérifier ou s'intéresser. Voilà. Elle est accessible par les médias que je citais tout à l'heure. Le Monde, Le Figaro, toute cette presse écrite, elle fait quand même beaucoup. Le grand public ne sait pas forcément quels sont les services santé des médias qui sont les plus compétents, quoi. On ne sait pas forcément. Voilà, on sait que voilà, Le Figaro, Le Monde, il y a des bons services. Après, oui, mais après, je crois que le public qui s'intéresse à la science ou à la santé en particulier va chercher l'information. Le problème, c'est que nous, on est privilégiés où dans nos milieux, les gens s'intéressent, ils aiment comprendre, etc. Le problème, c'est que les complotistes, on les trouve quand même dans des milieux plutôt défavorisés ou alors favorisés intellectuellement déviants. Mais franchement, je pense, j'ai pas les études, mais je pense que si on fait un gradient CSP, catégorie socio-professionnelle, parmi les complotistes et parmi le reste des gens qui sont plutôt accessibles à l'information scientifique, on va voir qu'il y a un vrai gradient, quoi. Je pense qu'il faut aller toucher plutôt les gens qui ont moins d'éducation, des gens qui ont moins accès à Internet, qui ont moins de sens critique. C'est ça qu'il faut former à l'école. Mais si vous donnez accès à des articles, même vulgarisés du Lancet, qui va aller regarder ça, à part des gens qui, eux, sont déjà intellectuellement capables d'aller chercher l'info et d'aller la lire. C'est ça. Juste cette information elle soit déjà accessible entre guillemets qu'il y a une élite, justement, ça renforçait le sentiment qu'il peut y avoir quelque part. Non, parce que moi, j'en suis le bon exemple. Je suis l'intermédiaire entre l'information dont vous parlez et qui est lue par les élites et la population. Je suis là pour ça, moi. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir la cote et d'être très écouté. Et ben, c'est à moi de faire ce boulot-là. Ce boulot d'intermédiaire entre l'information compliquée et le grand public qui, lui, n'a pas forcément le bagage suffisant pour comprendre et interpréter, c'est mon rôle. Et c'est le rôle de tous les informateurs santé en France. Sauf que, et c'est là où je pense que la population d'informateurs santé évolue. Moi, quand je suis arrivé dans les années 90, c'était beaucoup de journalistes santé non médecins. Et plus ça va, plus ce sont des médecins qui sont les informateurs santé, des médecins qui soit continuent à exercer, soit des médecins qui ont choisi d'être journalistes. Je parlais de Paul Bekimoun tout à l'heure, mais ce sont des médecins qui ont choisi le journalisme et qui ont, pour certains, arrêté d'exercer. C'est ces gens-là. Et je pense que plus... et d'ailleurs, l'information scientifique étant de plus en plus complexe, les rédactions, les directions de médias font de plus en plus appel à des médecins. Tu vois, pour avoir un médecin référent. Moi, si je suis allé à RTL, c'est parce que ça les rassurait d'avoir, et puis France Info pareil, ça les rassurait d'avoir un médecin. Oui, il y avait la notoriété, mais il y avait le fait que j'étais médecin et qu'ils voient bien que c'est très compliqué l'information scientifique et ils sont rassurés à l'idée que soit je peux en parler, soit je peux expliquer moi à Calvi ou à des journalistes de la rédaction comment interpréter l'article qui sort. Il y a un vrai boulot qui est fondamental de notre part. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, j'en ai une.
n'oseront pas te poser, mais peut-être qu'ils l'ont en tête, en tout cas pour les étudiants en santé, qui doivent se dire, mais un jour, il faudra qu'il y ait un nouveau Michel Simès, ou une nouvelle Michel Simès, Michel avec 2 L. Qu'est-ce que tu leur conseillerais s'ils s'intéressent à ça, s'ils veulent faire de la médecine, mais s'ils ont envie de faire ce travail de vulgarisation, de faire passer ces messages dans la presse écrite, audio, enfin radio, télé, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, des nouveaux moi, il y en a beaucoup qui aimeraient. Il y en a beaucoup qui sont sur le marché là en train d'essayer. Après, et d'ailleurs, tu vois, et là c'est pour répondre à ta question, parce que moi, je pense, j'espère que pendant ces 30 ans où j'ai informé le grand public, je l'ai fait de façon très honnête et de façon efficace. L'efficacité, à la limite, c'est le succès de mes émissions qui me fait penser que l'honnêteté et la compétence, c'est l'image que j'ai auprès des médecins qui me fait penser que je ne me suis pas gouré. Parce que ma grande angoisse quand j'ai commencé, c'était de me faire casser par le corps médical, par jalousie, et puis parce que j'aurais dit des trucs qui étaient un peu limites sur des spécialités qui n'étaient pas la mienne. Ma grande fierté aujourd'hui, ce n'est pas seulement la réussite que je peux avoir auprès du grand public, c'est que j'ai une grosse cote auprès des médecins, auprès du corps médical. Et qu'on me reconnaît non seulement de ne pas dire de bêtises, mais qu'on me reconnaît une chose dont je suis fier aussi, c'est d'avoir dépoussiéré un peu l'image de la médecine et d'avoir permis, avec l'humour, avec tout un tas peut-être d'artifices, de rendre la médecine un peu plus sympathique. Mais des jeunes qui aimeraient être à ma place, il y en a plein, et je ne vais pas les citer, mais il y en a aussi qui font n'importe quoi. Il y a un toubib qui passe beaucoup dans la presse et qui est à la limite du complotisme aussi. Et j'en suis d'autant plus malade que c'est quelqu'un qu'on a formé au magazine de la santé. Donc il faut faire attention aussi. Ce n'est pas parce qu'on est médecin et qu'on parle dans les médias et qu'on est un bon informateur, un bon vulgarisateur, qu'on a le droit de dire n'importe quoi. Maintenant, pour ceux, et pour répondre à ta question, Nicolas, pour ceux qui aimeraient le faire, foncez, quoi. Commencez par si ça vous plaît, allez dans un média, la presse quotidienne régionale, une radio, une petite radio, etc. Proposez une chronique, formez-vous, proposez une façon à vous de parler d'information santé. Et puis un jour, une fois que vous vous sentirez à l'aise, vous proposez vos services à des médias un peu plus gros, peut-être nationaux, qui vous permettront d'avoir une meilleure exposition. Moi, je suis allé, quand j'ai commencé, j'ai été interne à Chartres, j'écoutais France Info, c'était la naissance de France Info. J'allais en bagnole, donc j'écoutais France Info, et j'ai enregistré des chroniques pour les chronométrer. Pendant mes gardes, je faisais de temps en temps, quand j'avais un peu de temps, je me disais, tiens, comment j'aurais fait une chronique sur ça, tel ou tel sujet. Et j'ai proposé mes services à ce qui est au 107.7 aujourd'hui, Autoroute FM. Je leur ai dit, voilà, si vous cherchez, je peux vous proposer des petites chroniques sympas. Ils m'ont envoyé chier, j'aime bien le rappeler aujourd'hui. Et gentiment. Hein. Et après, j'ai commencé, parce que je faisais pour gagner ma vie l'assistance médicale sur des rallyes, j'ai rencontré des journalistes. Un jour, on m'a appelé parce qu'Europe 2 cherchait un chroniqueur pour faire 1 minute scientifique par semaine. J'ai commencé là. Et puis des potes m'ont dit, mais ce que tu fais, c'est bien, pourquoi tu ne vas pas sur France Info? France Info, c'est comme quand vous sortez du... Enfin, je sais pas, vous êtes interne, vous finissez votre internat, on vous dit va travailler à la Mayo Clinique, quoi. C'est un truc, ils sont malades, ou journaliste va à CNN présenter le 20h. Et moi, j'y suis allé avec une cassette. À l'époque, c'était les cassettes. C'est pour vous dire, on connaît les cassettes. C'est les cassettes. Je suis allé avec une cassette déposer ça sur le bureau de l'assistante du patron de France Info. Ils m'ont appelé dans la semaine. Je suis pas journaliste, j'ai pas de carte de presse, personne ne me connaissait à part mes parents. Enfin, rien. Le culot. Voilà, le culot. Simplement, j'avais envie de le faire. Je me suis dit, je vais essayer. J'ai essayé. Vous savez, moi, j'ai une maxime dans la vie. Il y a Pythagore qui disait, rien n'est impossible, même l'invraisemblable. Et si vous avez ça en tête, vous pouvez tout faire. Ce sera le mot de la fin. Non, non, je rigole. Ok. Non, je rigole. Merci.
Non, parce que moi aussi j'ai des citations. Ah bah ouais. Ouais, on sent quand même l'homme de médias de scène qui clôture sa conférence comme ça. Tant pis pour ceux qui avaient encore des questions, mais je crois que on avait fait le tour. Merci beaucoup en tout cas, merci Michel pour ce temps passé avec nous. Voilà, merci beaucoup et c'était très sympa de vous rencontrer. Je vais retourner dans ma tanière à Besse. Il peut y avoir des gens de Besse, hein, faites attention quand même. Ouais. Non, c'est beau Besse. Voilà. Ah, Besse. Besse, sa pierre noire. Oui. Oui, mais il y a d'autres choses intéressantes. Ces bâtiments médiévaux. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, merci à tous. Merci à l'université et à toutes et à tous d'être venus pour cette conférence.